Bonjour Bonjour Nicolas, je suis Sarah. ravie de te recevoir dans ce live, dans cette interview, pour que tu nous parles de toi, de ton Ouais, parcours et que tu puisses aussi nous parler de Kintsugi. sans Alors, problème. super. Donc si, comme je disais, si vous entendez pas bien, vous le dites direct. Euh, Moi, je t'entends Ouais, bien. On est ouais, parti. moi aussi, c'est bon. Donc c'est bon. Donc moi j'ai découvert ton travail, je sais plus comment, je pense que c'est Charlotte Hortier qui m'avait parlé de toi ou D'accord. Juliette Vivien qui m'avait parlé de ton boulot. Quand je me suis intéressée au kintsugi, je suis allée découvrir tout ça et donc c'est super beau, franchement bravo. Avant de commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ton parcours et ton parcours vers la céramique et vers le kintsugi? D'accord. Donc voilà, je m'appelle Nicolas Pinon et je suis spécialiste de laque végétale. Donc, qu'est-ce que la laque végétale? Donc, c'est la sève d'un arbre qui est récupérée et donc de cette sève, on est né un artisanat et un art donc, qui est utilisé en Asie depuis plus de 10 000 ans. Et voilà, donc moi j'ai eu la chance de pouvoir aller me former au Japon pour apprendre cette technique. J'ai un parcours, moi, qui vient des métiers d'art. Donc, je suis ébéniste à la base, donc diplômé de l'école Boulle en ébénisterie. Et j'ai découvert la laque végétale lors d'une conférence à la fin de mon parcours et je suis tombé amoureux de la technique. Et voilà, donc je suis parti au Japon pour me former et j'ai eu la chance de rencontrer un artisan qui m'a proposé de venir apprendre chez lui les techniques de laque. Comment ça s'est passé en fait? C'est que tu as rencontré l'artisan et suite à ça, tu as voulu partir au Japon? Ou est-ce que en fait, tu as été au Japon et là, les rencontres se sont faites avec cet Alors, artisan? c'est un parcours où voilà, j'avais cet objectif d'apprendre la langue, donc j'ai un peu travaillé en France avant de partir, et donc je me suis fixé l'objectif de partir un mois au Japon, de contacter un maximum de, on va dire, de gens travaillant autour de la langue qui potentiellement pouvaient peut-être me recevoir en formation. Donc, je suis allé dans les universités, j'ai rencontré des artisans, et donc il y en a un que j'ai rencontré, donc il y a un ancien professeur des Beaux-Arts de Tokyo à la retraite qui avait monté son atelier qui est quelqu'un plutôt de très ouvert, qui a toujours voyagé, échangé avec l'étranger, qui a des pièces dans beaucoup de collections de musées à l'étranger. Et il m'a dit, écoute, si tu veux venir apprendre dans l'atelier, viens. Trop bien. Donc ça a été assez génial parce qu'à l'époque, c'était en 2006, donc il n'y avait pas de réseau, il y avait rien de tout ça. Donc déjà, c'était difficile de prendre contact avec eux. Donc, par le biais d'amis que j'avais en France, en fait, j'ai eu quelques connexions et voilà. Et puis après, ça s'est fait aussi un petit peu petit à petit pendant ce voyage, donc en 2006. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de contacter des artisans parce qu'ils sont mis sur les réseaux sociaux et en fait, on peut directement envoyer des messages en disant j'adore ce que vous faites. Est-ce que si je viens au Japon, est-ce qu'il serait possible de venir en formation chez vous? Mais voilà, à l'époque, c'était un petit peu compliqué, donc j'ai eu de la chance vraiment de pouvoir partir et de me former chez lui. Voilà, donc je le remercie grandement. Aujourd'hui, il a 90 ans et il Et continue. comment t'échanger avec lui? Il a échangé en anglais, enfin purement pratique, hein. Alors oui, point de vue pratique, comme il avait pas mal voyagé, il avait une base d'anglais qui est pas extraordinaire non plus, mais qui suffisait en fait un peu dans l'échange de tous les jours. Après, moi, je venais pour apprendre de la technique et la technique, c'est simple, c'est un geste qui me montre que je reproduis. Et après, avec un langage très basique, j'avais le un peu plus longtemps, un peu plus fin, un peu plus épais. Voilà, on arrivait très bien à se débrouiller en fait. La transmission du savoir-faire dans l'artisanat se fait beaucoup par l'observation et par la répétition du geste. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'était quand même plus facile de ne pas forcément avoir un langage très développé sur l'échange. Ok. Donc, tu as été au Japon pour approfondir cette technique. Ouais. Tu es revenu en France. Je suis revenu en France, ça a été un peu compliqué. Parce que moi, je me suis dit, je reviens du Japon, je vais inonder l'Europe et la France de lacs végétal et j'ai pas forcément eu les bons interlocuteurs, le bon réseau pour me lancer là-dedans. En fait, c'est une technique qui est quasiment inconnue en fait en Europe. Elle est connue par les pièces historiques qu'on voit dans les musées, mais techniquement, en fait,
aucun de mes clients ou aucun des gens que j'avais en contact ne connaissait, était sensible en fait. Parce que voilà, en France, on utilise des résines synthétiques. On a aussi des résines, on va dire, minérales. On a d'autres matériaux, mais c'est vrai que par rapport à cette technique, en fait, les gens n'étaient pas très sensibles. Et j'ai eu un peu de mal à me lancer, donc j'ai un peu laissé de côté l'activité de lac végétal. J'ai fait autre chose parce qu'il fallait travailler aussi. Donc je suis revenu dans l'activité de mobilier où j'ai fait aussi du vernis synthétique parce qu'il y avait du boulot et un marché, mais ça restait toujours une part de mon activité que j'avais envie qui revienne on va dire, dans mon activité principale. Mais voilà, ça a pris beaucoup de temps et c'est revenu en 2014 quand un artisan du Faubourg Saint-Antoine à Paris voulait prendre sa retraite et voilà, je suis rentré en contact avec lui. Je me suis dit, ça y est, c'est le moment, faut que je me ressente là-dessus pour ouvrir un atelier qui est dédié seulement à cette activité. Et donc là, au final, même, tu n'avais pas forcément plus de contrats, mais ça a été cette opportunité et de reprendre peut-être aussi sa clientèle. C'était ça qui. Alors, en fait, lui, il était spécialiste de ce qu'on appelait la chinoiserie du faubourg. Donc, en fait, il fabriquait des meubles laqués en imitant les chinoiseries. Donc, ce qui n'était pas du tout en fait dans la vague de ce que je voulais développer à l'atelier. Donc, au final, quand il est parti, j'ai récupéré quasiment aucun de ses Oui, clients. c'est Euh, ça. et ça m'a encouragé, moi, du coup, à tout créer, tout monter, tout faire. Mais comme j'avais une base de travail avec un atelier à Paris, en fait, je dis pas que c'est magique, mais ça permet d'être plus visible, de recevoir des clients facilement, et puis voilà, de monter tout cet atelier autour de cette histoire de la laque végétale était vraiment important et ça a bien décollé en fait. Bon, bah, super. Donc là, toi, tu parles de lac Oui. végétal. Moi, je te Oui. parlais de kintsugi. En quoi ça peut se rapprocher les deux? Alors, le kintsugi, c'est de la laque végétale et en fait, peu de gens en fait, des gens qui connaissent le kintsugi comme technique en fait ne savent pas en fait de quoi est fait la matière qui permet de réaliser cette technique. Donc en fait, c'est une technique ancienne japonaise qui a été créée pour un besoin particulier. Donc un shogun au Japon a cassé une pièce qui venait de Chine et il s'est dit, qui de mieux que les Chinois qui ont fabriqué cette pièce pour la réparer. Donc il renvoie cette pièce en Chine. Et en fait, en Chine, la technique pour réparer les céramiques à l'époque était des agrafes. Une technique aussi qu'on a eue en Europe. Donc on avait une belle agrafe, on perce de petits trous et on vient donc serrer cette pièce cassée avec des agrafes. Et quand la pièce revient, il dit mais c'est horrible, ça va pas du tout. Et là, en fait, il demande à ses artisans, tous les artisans qui travaillaient pour lui, trouvez-moi une technique pour réparer cette céramique. Et ce sont des artisans laqueurs, donc qui ont pas découvert, mais adapté des techniques de laque à la céramique. La base de cette matière, donc avec la laque végétale, quand elle a été découverte, elle servait à la base de colle. Donc, qui dit colle dit recoller aussi les morceaux de céramique. Donc, ils ont recollé la céramique avec de la colle à base de laque. Et ensuite, cette cassure, cette fissure est très visible parce que la laque, c'est pas transparent. C'est pas comme des colles époxy ou la superglue où on colle et on voit la cassure, mais voilà, cette colle est transparente. La laque végétale, c'est brun, marron et ça va vers le noir. Donc on avait cette fissure qui était très visible et en fait dans l'esprit de la garder, de montrer que la pièce aussi était cassée, en fait ils se sont dit on va magnifier cette cassure pour la rendre encore plus belle et on va la décorer de poudre d'or qui était une technique donc adaptée du maquillé qui est la technique de poudre d'or au Japon. Et donc, on va donc saupoudrer cette ligne de laque de poudre d'or pour magnifier cette cassure cicatrice. Ok, donc c'est pour ça, oui, que le kintsugi, c'est de là que vient ce rapport, et au final, c'est la base du kintsugi. Euh, Aujourd'hui, si on veut se lancer dans le kintsugi, comment est-ce qu'on fait déjà pour trouver de la laque, comment est-ce qu'on fait, quel matériel, ou pas quel matériau, ou quel matériau, Ouais. qu'est-ce qu'il nous faut pour se lancer? Alors, on va dire qu'aujourd'hui, le kintsugi est très tendance.
On casse des pièces, on veut les réparer. À l'époque, il y a 10-15 ans, tout le monde recollait avec de la glu et voilà, c'était pas forcément très très beau. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, cette technique est un peu sur le devant de la scène. Alors, on trouve énormément de choses. Donc, si moi j'en reste à la partie, donc qui est un peu ma spécialité sur la laque végétale, pour commencer le kintsugi, il faut pas forcément énormément de moyens. Alors, ça coûte un petit peu d'argent d'acheter du matériel parce que la matière première vient du Japon. Même par exemple, je vois les kits qui sont vendus sur Etsy. Oui, il y en a plein Euh, de ça. ouais. Mais je pense que c'est pas la laque, ça, hein. Ça doit Alors, être autre chose. il y a de tout en fait. Sur Etsy, on trouve de tout. Donc, on va trouver des kits à 30 ou 40 euros où on a de la colle époxy avec de la poudre pour mélanger et pour recoller. Sinon, un kit pour démarrer pour le kintsugi va démarrer à partir de 130, 140 euros et va aller en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur si on ajoute des poudres d'or. Parce que beaucoup de kintsugi sont faits aussi avec soit du mica, soit de la bronzine. Donc si on va ajouter de la poudre d'or pour finir les pièces, c'est des kits qui vont arriver aux alentours de 200 euros, voire même un peu plus en fonction de la quantité. Voilà, parce qu'on va avoir des tubes de lac qui vont faire 10 grammes, d'autres 20 grammes, d'autres 30 grammes, et en fonction de la quantité, en fait, les prix vont augmenter. Donc, un kintsugi avec de la laque végétale ne sera pas, on va dire, voilà, en dessous de 150 euros quand on démarre les prix des kits en ligne. Donc, après, dans un kit, il va y avoir de la laque végétale, évidemment. On peut en trouver plusieurs types parce que sur un kintsugi, sur les étapes de réparation, on va avoir plusieurs étapes de laque et de réparation à faire dessus. On va avoir de la terre aussi qui va nous permettre de faire des enduits pour reboucher les manques, par exemple. Ou s'il nous manque un petit morceau, on va pouvoir combler ce manque. Voilà, donc il va y avoir plusieurs outils. Il va falloir aussi diluer, pouvoir nettoyer et des pinceaux. Donc, on arrive à trouver des équivalents de pinceaux ici qui fonctionnent plutôt assez bien. Moi, par exemple, je ne me fournis qu'au Japon, même pour le matériel, pour les stages que je fais à l'atelier. Je fais venir le matériel du Japon, qui est, on va dire, un petit peu plus adapté aux techniques. Mais voilà, avec un minimum de matériel, on va dire, d'investissement entre 200 et 250 euros, parce qu'on va acheter une petite plaque de verre, on va acheter quelques petits outils. Voilà, à 250 euros, on peut se lancer dans le kintsugi avec la laque végétale pour pouvoir réparer des pièces. Ok. Tu disais, tu parlais des pinceaux. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les pinceaux pour le kintsugi? Euh, alors, le kintsugi est une réparation d'une fissure. Donc, qui dit réparation d'une fissure dit ligne très fine à décorer. Donc, on va avoir, nous, des pinceaux très fins et surtout pour dessiner, en général, on a besoin d'un pinceau qui va être très long. Et plus il est long, plus on va pouvoir dessiner, si on a une ligne droite, avoir une ligne droite qui est régulière, surtout avoir un peu de réserve dans le pinceau. Plus le pinceau va être court, moins on va avoir de réserve. Donc voilà, les pinceaux assez longs vont être plus adaptés à la pose de la laque, qui a une texture un petit peu pas très liquide, mais qui a besoin quand même de temps pour se déposer sur la matière. Euh, Après, par exemple, moi j'ai des pinceaux en poil de poney pour poser la poudre Ah, sur la ligne de laque pour poser la poudre. Parce que les Japonais ont développé ça et que ça fonctionne très bien. Après, on pourrait trouver une alternative avec des petits pinceaux qui peuvent aussi, par exemple, aider pour la pose de feuilles d'or, pour lisser la feuille, donc pour amener la poudre, pour trouver à peu près un équivalent. Mais c'est vrai que voilà, il y a des outils vraiment adaptés, spécifiques à la technique. ouais, oui, et au final, qui est plus répandu peut-être encore au Japon. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de matériel. Parce que c'est quand même bizarre qu'en France, ils n'aient pas encore développé tous ces types de pinceaux ou autres. Bah, en fait, comme c'est vraiment adapté à cette technique, il n'y a pas forcément besoin après de ce développement, bah, même vis-à-vis de la laque. En fait, la laque est produite au Japon. Ici, en France, il n'y a quasiment pas de revendeurs parce que bon, le marché n'est pas si gigantesque que ça. Je sais qu'il y a un revendeur en France qui revend, on va dire, pas sous forme de kit, donc c'est un petit peu compliqué. Je crois qu'il y a un revendeur allemand qui commence à le faire, mais c'est à, on va dire, à toute petite échelle. Mais sinon, c'est vrai que tout le monde va en général se fournir au Japon, qui est le premier fournisseur de matériel.
Euh, donc, on peut utiliser la laque ou finalement des Ouais. colles époxy. En fait, pour quelqu'un qui commence, ça serait quoi la différence? C'est quoi l'intérêt d'aller investir dans de la laque? Alors, on va dire la plus grande différence entre l'époxy et la laque végétale, c'est que l'époxy n'est pas alimentaire. Donc une pièce qui est réparée avec de la colle époxy ne peut pas servir pour manger ou boire dedans. Avec la laque végétale, on sait que c'est alimentaire et qu'on n'aura aucun souci à se resservir de la pièce. Ah, oh, Après, c'est vrai que ça, je savais pas. ouais, c'est quand même très pratique Mhm. cet aspect-là. Souvent aussi, les gens donc, qui me contactent pour venir à l'atelier sont des gens qui s'intéressent, qui ont déjà peut-être eu une première expérience pour découvrir et en fait qui ont trouvé ça très intéressant et qui voulaient pousser plus loin aussi. Donc ça peut être par le biais d'une première expérience par la résine époxy en se disant c'est sympa, mais bon, je voudrais aller quand même un petit peu plus loin et puis découvrir aussi la technique traditionnelle pour pousser plus loin ma découverte. Donc c'est souvent un cheminement ou sinon dès le départ des gens qui se disent non, moi l'époxy j'en veux pas, j'en vois trop. Et puis le résultat est pas du tout, on va dire, sur le résultat final, on n'est pas du tout sur la même qualité de travail aussi. Ok, donc super. J'avais une question, alors celui-là, je vais la reprendre. C'était, ouais, comment anticiper une pièce au kintsugi et faire une découpe propre? Alors, quand j'ai lu, voilà, tu m'as envoyé la petite question avant. Alors, qu'est-ce qu'elle appelle la découpe up? Donc, toi, c'est potentiellement dans l'idée que quelqu'un va casser une pièce et va vouloir la réparer ou. Je pense que c'est ça, D'accord. donc je dirais que c'est quelqu'un qui aimerait casser une pièce de manière intentionnelle pour la réparer au kintsugi, je dirais, Alors, c'est ça. on ne casse jamais des pièces exprès. Non, non, je rigole. En fait, c'est le but, c'est vrai, en général, c'est de recoller une pièce cassée, et de la faire revivre, on va dire, au lieu plutôt que de l'acheter, on va la conserver parce qu'il y a aussi il y a de l'affectif ou une pièce de qualité pour la conserver. Donc, moi, ça m'arrive très rarement de casser des pièces. Je le fais que dans un objectif, c'est la formation pour faire découvrir parce que sur des pièces très simples, c'est plus facile. Du coup, j'achète des pièces vraiment pas chères. Je ne mets jamais plus de, on va dire, 5-10 € dans une pièce que je vais casser pour apprendre. Et surtout, j'achète des pièces qui sont, on va dire, qui, quand je la casse, va se casser en 2 ou 3 morceaux. Donc, avec un marteau, je viens casser. Donc, il y a des matières qui sont plus faciles à casser que d'autres. Par exemple, j'ai l'histoire d'un stage avec quelqu'un qui vient avec des assiettes Ikea en porcelaine. Et on a dû taper 15 fois sur l'assiette pour qu'elle se casse parce qu'elle était tellement dure que ça cassait pas. Donc, c'est vrai que si vous voulez essayer, le grès c'est assez sympa parce que la matière n'est pas vitrifiée à l'intérieur. Donc quand on casse, on a cette cicatrice qui est pas très droite et qui est un peu plus esthétique, je trouve. Donc voilà, il y a plutôt intérêt pour moi, si on veut le faire, de prendre plutôt une pièce en grès émaillé alors surtout émaillé, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais voilà, les pièces émaillées sont plus faciles à réparer que les pièces qui ne le sont pas, parce que l'imperméabilisation de l'émail va faire que le travail va être beaucoup plus propre et net. Quand c'est pas émaillé, on va devoir protéger au scotch tous les bords de la fissure pour pas que la laque bave et que les enduits bavent. Voilà, il y a aussi sur des qualités de pièces, en général, si vous voulez démarrer, prenez des pièces émaillées brillants pour démarrer. C'est ce qu'il y a de plus simple. Ok, et oui, sinon après, au moins la laque ne va pas adhérer, ça va glisser un peu sur la surface de Ouais, l'émail. voilà. Et on va surtout pouvoir nettoyer, poncer. L'émail est assez résistant, alors que si on bave un petit peu sur, on va dire, une Ouais, chamotte, par exemple, voilà, pour poncer la chamotte et enlever tout ce qui va venir se mettre entre les grains, je dis pas que c'est impossible, mais c'est très très compliqué. galère quoi. Ouais. Euh, on avait ensuite le kintsugi s'adapte-t-il à toutes les terres? Doit-on mélanger la laque avec exactement la même terre ou une terre spéciale? Alors, toutes les terres peuvent s'adapter au kintsugi. On va avoir plusieurs techniques aussi en fonction des terres. On va dire que maintenant, là, je fais de la formation depuis 2017. Et en fait, je connaissais un petit peu le milieu de la céramique, mais j'étais pas non plus spécialisé dans toutes les terres.
Et en fait, en 6 ans de stage, où j'ai reçu des gens qui venaient réparer des pièces à l'atelier, en fait, je dis pas que j'ai tout vu, mais presque. Donc en fait, il y a des terres qui sont, bon, tout ce qui est graisse, ça marche très bien parce que beaucoup de pièces à la base au Japon étaient en grès. Du coup, c'est la matière qui est la plus facile à réparer. Pour moi, dans les pièces un peu complexes, par exemple, bah, il y a la terre de fer. La terre de fer a une porosité qui est assez importante, qui est Alors, blanche. quand tu appelles terre de fer, C'est des pièces anciennes de céramique de France, donc qui sont spécifiées terre de fer. Et en fait, on vient, c'est une céramique très, très blanche, très poreuse et qui est recouverte d'un émail transparent. Et la laque, en fait, comme elle n'est pas transparente, quand on vient coller sur des terres très poreuses avec un émail transparent, potentiellement, la laque va fuser à l'intérieur de la terre. Et en fait, on va se retrouver avec une espèce de halo brun de chaque côté de la cassure, qui n'est pas très esthétique. Donc voilà, il y a des techniques pour isoler le champ de la céramique, pour coller et pour pas que ça fuse à l'intérieur, pour ce type de terre-là. Donc en général, on fait des petits tests pour voir si on a besoin ou pas d'en coller la surface d'abord et après de venir coller. Mais sinon, en fait, ici, alors, tout ce qui va être vitrifié. Donc, la porcelaine en fine épaisseur qui fait 1 mm ou 2 mm d'épaisseur, par exemple, sur des tasses, sont très compliquées à réparer parce qu'on a très peu de surface de collage. Et même si la laque est très résistante, bah, sur ce type de collage, c'est toujours un peu complexe, mais ça le sera avec n'importe quel type de colle parce que on a une surface de collage qui est très faible. Donc voilà, après, il y a aussi encore énormément de terres, mais c'est vrai que pour le collage, on va dire toutes les terres peuvent être collées. Pour ce qu'elle demandait par rapport à si on doit mélanger la laque avec la terre d'origine pour reboucher, non, en fait, on va utiliser une terre spécifique aussi qui vient du Japon, qui est une terre cuite broyée qui va servir en différentes granulométries, qui va nous servir à reboucher. Et c'est surtout des terres qu'on va pouvoir poncer pour lisser les manques et revenir sur une cassure nette en fait. d'accord. Est-ce que tu pourrais assez brièvement décrire les étapes du processus du Ouais. kintsugi et est-ce que le kintsugi doit être cuit ou pas? Alors, on va dire qu'on a 4 étapes pour réparer, on va dire, un kintsugi. Donc, on va avoir le collage. Donc, à la laque avec deux techniques. Donc, soit avec de la farine de riz, soit avec de la farine de blé. Donc, on va rajouter cette matière à la laque pour créer une colle qui va coller la céramique. Ensuite, on va avoir les rebouchages. Donc là, on va mélanger de la laque avec de la terre pour faire un enduit, pour revenir à niveau ou soit même combler les manques. Ensuite, on va imperméabiliser ces rebouchages avec de la laque noire. Et la dernière étape va être une laque qui est rouge, parce qu'en fait, on va voir la différence de couleur donc à la pose, parce que la laque rouge doit recouvrir complètement la laque noire quand on vient décorer. Donc sur cette laque rouge qui est encore fraîche, on vient saupoudrer notre poudre métallique pour venir créer et magnifier ce décor. On va dire voilà en 4 étapes à peu près la base de la réparation. Après, dans un deuxième temps, tu me disais pour. Est-ce que ça se cuit? Alors, C'était ça la question. Ouais. tous les séchages de laque végétale se font à l'humidité, soit à l'air ambiant, soit à l'humidité. Donc la laque végétale est un peu spécifique parce qu'on a besoin d'humidité pour qu'elle polymérise. Donc en général, on fait sécher pour les gens qui commencent, par exemple, dans une caisse en plastique avec une grosse éponge ou une serviette éponge humide sur le dessus en couvercle pour recréer l'humidité dans la boîte. Ou moi, par exemple, j'ai une armoire spécifique de séchage où j'ai entre 70 et 75% d'humidité pour faire sécher les pièces. Donc il n'y a pas de cuisson Ok. sur la restauration et sur le kintsugi. Oui, au contraire, c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse du processus logique, quoi. Ouais. Ok. Bon, ben super. Est-ce que tu aurais 2 conseils à partager pour quelqu'un qui veut se lancer dans le kintsugi? Alors,
il y a aujourd'hui pas vraiment d'ouvrage spécifique sur le kintsugi. On arrive à trouver des articles. Je crois qu'il y a un livre qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans sur le kintsugi pour un peu donner de la technique. Au Japon, il y en a énormément. Donc, si les gens veulent vraiment s'intéresser, ça peut être, on va dire, plutôt même assez simple. Je pense que sur Amazon, je pense qu'on peut trouver des ouvrages japonais techniques sur le kintsugi. Après, on peut, par exemple, avec Google, même Google Translate, scanner les pages et voir les traductions. Si vraiment on n'a pas de base, on commence à avoir des tutos sur YouTube aussi pour montrer. Après, le problème de ça, c'est qu'on n'a pas les petits détails de faire une formation et de se. Donc, pour se lancer, ça convient comme base. Après, si on veut aller un peu plus loin et avoir un vrai résultat, il faudra forcément, je pense, passer par une formation si on veut, on va dire, Oui, aller plus loin dans avoir tous les petits l'apprentissage. détails Voilà, pratiques et sur les plus. textures des enduits. Et surtout, en fait, la laque végétale est très capricieuse. Et en fait, quand on a des problèmes, bah, des fois, on ne sait pas pourquoi. Même moi aussi, hein, de temps en temps, ça m'arrive, je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Donc, en fait, aussi, de faire une formation, ça permet de comprendre par l'erreur. Je suis plutôt pour le fait qu'on ait des erreurs pour expliquer pourquoi ça fait ça et comment résoudre ce problème. Si on peut avoir l'erreur pile dans la formation, c'est parfait ça. Voilà. Et donc voilà, je conseille. Donc, si les gens ont envie de démarrer, ça peut se faire maintenant, aujourd'hui, je pense assez facilement par le biais d'ouvrages, de vidéos. Mais encore, même moi, quand je consulte ces vidéos, il n'y a vraiment pas tout qui est donné en fait. Et des fois, c'est le petit truc qui manque pour que ça fonctionne très bien sur la pièce. Mais ça permet voilà, de démarrer, Oui, ben de démarrer, de voir si ça plaît. Et ouais, une fois voilà. qu'on sait ça, Voilà. Et surtout, après, on se donne les moyens. le conseil que je donne aux gens, c'est prenez le temps. C'est une technique qui va demander du temps de séchage, donc faut pas être pressé, faut pas vous dire je répare une pièce en 3 jours. Ça va prendre du temps. Moi, par Et c'est vrai exemple, que tu laisses combien de temps dans ton armoire les pièces? alors, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que je forme beaucoup, mais j'ai une toute petite clientèle en réparation. Donc en fait, moi je leur dis, soyez pas pressés parce que en fait, les pièces que je répare, c'est quand j'ai du temps à côté de on va dire, du gros de mon activité. Donc dès que j'ai une petite pause, bah, je vais mettre une couche de laque, faire un rebouchage. Donc les pièces, elles peuvent rester chez moi, je dis pas 1 an ou 2 ans, mais voilà, ça va partir pour quelqu'un qui est un peu pressé, peut-être de 2 mois, entre 1 et 2 mois, à plusieurs mois. J'ai des clients qui m'oublient aussi, donc qui me déposent des pièces et qui se rappellent plus qu'ils m'ont déposé les pièces. Donc voilà, mais faut surtout se dire, j'ai besoin de temps pour moi. Donc je peux y travailler par exemple un peu le week-end. Si en semaine je travaille, bah, c'est mon petit moment à moi du week-end. Donc je passe 2 3 heures tous les week-ends à recoller, reboucher, faire les étapes de lac. Et voilà, en 1 ou 2 mois, je peux réparer des pièces. Oui, donc ça demande quand même du Ouais, temps. On dit que la céramique demande du mais, temps, mais le oui, la laque en kintsugi, demande peut-être ouais. même plus, oui. Donc toi, tu disais ouais, que en fait, tu travailles pas, t'enseignes pas mal le Ouais, kintsugi, mais toi, tu travailles plus la laque en général. ouais. C'est quoi que tu fais exactement? Alors, beaucoup de choses. Donc, ça va aller donc de la création. Donc, j'ai une partie de l'activité qui crée des pièces en laque végétale qui font des sculptures, des pièces usuelles. J'ai une activité où je fabrique pour des designers, des décorateurs. J'ai une activité où je restaure aussi pour des galeries parisiennes. Je suis un peu spécialisé dans la période Art déco, donc je restaure beaucoup de pièces en laque de la période Art déco. Et après, j'ai cette partie formation, donc, où j'ai du public qui vient dans l'atelier pour apprendre la technique, donc pour le kintsugi, pour la laque végétale. Et après, je forme aussi des institutions. Donc, j'ai en formation donc, des élèves de l'Institut national du patrimoine qui viennent découvrir la laque végétale et des gens des ateliers du Mobilier national aussi qui viennent en formation à l'atelier. Donc, c'est vrai que j'ai cette, on va dire, étiquette de spécialiste laque végétale. Et voilà, on me consulte quand il y a besoin de faire de formation Ah, c'est trop pour bien. découvrir la technique. Bah ouais. Euh, qu'est-ce qu'attends? Petit trou. Qu'est-ce que je m'étais noté? Oui, c'est ça. Tu as gagné le prix Liliane Bettencourt Ouais, là, en 2020, donc ouais. il n'y a pas très très longtemps.
Je voulais savoir ce que tu avais ouvert ce prix. Quelle porte tu as pu pousser une fois que tu as gagné ce prix? Alors, ça a été vraiment une transition, moi, dans l'activité de l'atelier. J'ai démarré le projet pour le concours en 2018, donc un an après l'ouverture de l'atelier. Je savais que c'était un des objectifs que j'avais, c'était de faire de la créa et de montrer ce qu'on pouvait faire avec la laque végétale. Ça a été aussi une rencontre avec un designer avec lequel donc, on a gagné le prix en dialogue, donc, qui s'appelle Dimitri Linka. Et en fait, de cette rencontre, nous, on a développé beaucoup de choses. Et alors déjà financièrement aussi, ça a été un gros coup de pouce parce que de lancer une activité, c'est jamais simple, beaucoup d'investissement et du coup ça m'a permis aussi un peu de stabiliser l'activité et surtout bah, voilà, d'avoir une notoriété, d'être une référence aussi Oui, dans le métier aujourd'hui. oui, d'avoir Là, des articles oui, peut-être oui, des aussi, des choses. articles, voilà, on a de passer à la télé, d'avoir donc voilà beaucoup de références papier, visuelles. Voilà, on a eu la chance aussi que la pièce qui a gagné le prix a été achetée par le Musée des Arts Décoratifs, donc on est rentré dans les Ouh. collections du Musée des Arts Que Décoratifs. demander de Voilà, mieux, quoi. voilà. Mais on a, voilà, aujourd'hui, on a un bagage avec ce prix qui nous permet de pouvoir développer les choses. Là, on vient d'avoir la résidence pour la Villa Kujoyama au Japon cette année. Donc, on part aussi avec le designer avec qui j'ai eu le prix. On part 4 mois en résidence au Japon fin d'année. Je suis jalouse là. Ouais. Donc, on a un sujet de recherche qui est la continuité en fait de nous, ce qu'on a développé depuis qu'on a commencé la collaboration. Et c'est vrai que voilà, ça nous ouvre des portes. On est pris Bettencourt pour l'intelligence de la main. Après, ça fait pas tout non plus, mais ça donne un gage aussi De on va dire, qualité. de qualité auprès des clients avec lesquels on travaille. Après, ce qui était très drôle, c'est que quand j'ai eu le prix, j'ai eu une grosse partie de ma clientèle qui est donc des galeristes de pièces, on va dire art déco, et en fait, qui ne savaient pas du tout que j'avais gagné le prix et en fait qui travaille avec moi parce que je suis juste un laqueur qui sait restaurer des pièces en laque et un jour il y en a un qui me dit ah mais je t'ai vu dans le journal ah mais je savais pas que tu faisais ça donc c'est vrai que voilà c'est des mondes des fois assez éloignés mais que moi j'arrive à regrouper on va dire dans l'atelier. Bon, ben, c'est super. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce Bah partage. de rien. Bonne continuation, bon voyage Merci beaucoup, et au à plaisir. bientôt. Allez, merci beaucoup et merci à tous de nous avoir écoutés. Allez, bonne journée, et à bientôt.